Bonjour à tous. Je vous propose d'accueillir pour cette table ronde autour du sujet de l'innovation comme levier managérial. Donc c'était un peu la continuité de notre trophée de l'impact RH juste avant. Donc je vous propose d'accueillir Armelle Dion, directrice de l'innovation aux Hospices civils de Lyon, qui est accompagnée de Emmanuel Gennaro, cadre supérieur de santé aux Hospices civils de Lyon. Et on a aussi Inès Gravet, donc directrice innovation de la HAD à la PHP. Et enfin Tony Brando, directeur de la transformation de l'hôpital Simone Veil, le groupement hospitalier au Bonne Montmorency. Le GHEM, parfait. Merci à tous les quatre d'avoir accepté cette invitation pour venir parler donc de sujets, d'utiliser l'innovation comme levier managérial. Et je vous propose d'ouvrir la table ronde avec un retour d'expérience de ta part, Emmanuel, à savoir ce que vous avez pu mettre en place aux HCL, aux Hospices civils de Lyon, en termes d'innovation comme levier managérial et d'innovation managériale. Je t'en prie. Hein. Alors bonjour, déjà merci de nous avoir invités ici. Moi je suis porteur de projet qui correspond au projet de l'expérience patient, où comment à travers le ressenti du patient on arrive à transformer nos organisations en repérant dans le discours patient des thématiques, des indicateurs qui nous permettent de poser un plan d'action au niveau managérial. Ce projet touche essentiellement le public des cadres de santé. Pourquoi les cadres de santé? C'est parce qu'ils sont au centre des organisations soignantes et que c'est elles qui mettent en place les organisations et les transformations. Donc du coup, ça ramène le cadre de santé auprès du patient et il interroge le patient sur la base d'une interview sur le parcours patient, où on interroge vraiment tout le parcours. Ça n'a pas de notion de délai d'hospitalisation et c'est un outil qui est complémentaire à ISATIS, qui nous permet d'avoir une lecture directe du ressenti et de pouvoir travailler avec les équipes sur les transformations paramédicales. C'est un projet qui a débuté il y a 3 ans et qui impacte 12 services de soins, plus des services transversaux comme l'hygiène ou la diététique. Et l'équipe de nuit a été aussi impactée. Finalement, on s'est dit que tout service où il y a un cadre de santé, cette méthode, ce process peut être appliqué. Les résultats sont plutôt bons puisqu'on arrive à avoir des plans d'action immédiats et à distance sous la format de conduite de projet. Tout le retour patient en lien avec ISATIS nous permet de contextualiser nos problématiques et de travailler avec les équipes sur le changement. C'est plutôt bien accepté par les équipes qui plutôt redemandent d'avoir des retours patients parce que pour nous soignants c'est important d'avoir le vécu du patient et cette méthode se poursuit et actuellement on a travaillé sur un groupement et on a eu l'autorisation de le déployer sur les 4 groupements des Hospices civils de Lyon. Armelle, est-ce que tu veux compléter sur ce programme, la mise en place de ce programme d'entrepreneuriat? Oui, alors, pour compléter ce qu'a dit Emmanuel, c'est vrai que ce projet, il s'est fait aussi en lien avec une jeune entreprise avec laquelle on a développer une plateforme d'écoute, un nouveau logiciel, une nouvelle application sur laquelle on partage de la propriété intellectuelle. Il y a aussi un aspect technologique et donc on a à la fois l'innovation technologique mais au service d'un levier managérial pour repositionner les cadres et se servir de l'expérience du patient pour redonner du sens et vraiment fonder les plans d'action. Donc c'est un exemple de type de projet qui nous remonte à travers l'appel à projet innovation qu'on appelle API en interne. Et c'était exactement ce qui nous intéressait quand on a lancé les choses il y a quelques années. C'était que n'importe qui puisse nous faire une proposition de projet innovant parce qu'il avait entrevu un besoin qui n'était pas couvert et qu'il avait une façon innovante de le faire. Et là, on est à l'articulation entre l'innovation numérique, intelligence artificielle, puis beaucoup de managérial, sans lequel, de toute façon, l'outil aurait strictement aucun sens. Enfin, on serait retrouvé avec un outil qui servait à rien. Donc, quand on a commencé ça, on s'était dit notre objectif, ça va pas être de faire des brevets, des licences, ça va être surtout de donner conscience à ceux qui sont nos professionnels, qui ont des très bonnes idées et qu'on peut les accompagner pour cela. Et on espérait, en identifiant ces projets, que les porteurs de projets en sortiraient eux-mêmes
transformer, c'est-à-dire parce que par l'expérience du management de projet, qui est déjà quand même pas une chose si répandue à l'hôpital, même quand on est cadre, mais aussi par le positionnement vis-à-vis des collègues, par la découverte de nouvelles thématiques. Et Emmanuel a aussi pu bénéficier d'une formation par l'école de management de Lyon qu'on donne à certains de nos intrapreneurs pour développer leurs compétences. Donc c'est vrai qu'on investit sur le projet, on finance le projet, on investit sur des compétences en faisant former les porteurs de projets. Nous, notre objectif, c'était de se dire que ça fasse rester ceux qui ont des bonnes idées, que ça donne des idées aux autres en se disant peut-être que c'est possible pour moi aussi, et que ça fasse venir vers nous des gens qui peut-être entendront parler de notre établissement comme un endroit où on peut avoir des projets qui sortent un peu de l'ordinaire, être soutenus pour ça et pas être obligé de quitter l'hôpital public pour faire des choses qui changent de l'ordinaire. Et du coup, Emmanuel, quand tu as saisi cette opportunité, quel sentiment t'as eu? Quel a été l'élément déclencheur? À quel moment tu t'es dit tiens, moi je vais pouvoir lancer ce projet d'innovation, le suivre, le conduire et pourquoi pas aller au bout et effectivement, comme le disait Armel juste à l'instant, pas te dire j'ai envie de changer de cadre, donc je vais partir et je vais quitter les hospices civils. Alors moi j'ai eu de la chance parce que ça s'est fait assez naturellement, où le projet a été mené à l'appel à projet d'innovation. Pour moi la richesse ça a été la construction, la méthodologie de projet que je ne connaissais pas. Au niveau paramédical, c'est difficile des fois de s'inscrire parce qu'on a un peu peur de se lancer, parce qu'on n'a pas confiance ou on connaît mal le système. Et du coup, de l'avoir vécu une fois et de d'avoir vu toutes les étapes, d'être accompagné aussi par la société et par la direction de l'innovation, pour moi, ça a été un luxe et une richesse au plan intellectuel, une richesse sur la méthodologie, une confiance dans le projet. Et puis du coup, ça me permet aussi d'accompagner, en tout cas de conseiller les équipes que je gère moi de cadres de santé et les paramédicaux. Actuellement, je suis sur le pôle de santé publique. C'est vraiment l'idée que je porte. Et la formation Lyon m'a donné des billes dans les connaissances de mes propres compétences individuelles et les connaissances dans les compétences collectives du groupe du projet EPOMA, enfin le projet que je porte avec mes collègues. Et peut-être Armel, avant de passer la parole à Inès, mais est-ce que au départ, lorsque vous commenciez à travailler sur la direction innovation, tu te dis tiens, grâce à l'innovation, on va pouvoir remobiliser nos équipes, les fidéliser en quelque sorte. Et est-ce que ça, c'est des choses que vous aviez anticipées ou c'est des choses, des conséquences que vous avez découvert après? Nous, on a vraiment lancé les choses juste après la période Covid et on s'attendait pas à la vague de départ. En revanche, on avait dit et si on ne gardait que le meilleur du Covid, c'est-à-dire pendant cette phase, il y avait beaucoup plus d'horizontalité entre les gens. Le brancardier, il avait son mot à dire autant que le chirurgien parce qu'il avait repéré un truc qui dysfonctionnait et il avait le droit de dire ça dysfonctionne et si on faisait comme ça. Donc nous, on avait créé la direction de l'innovation en se disant on va maintenir certaines choses positives managérialement qu'on a expérimenté on avait le droit de se tromper, puis on avait le droit de tester vite sans avoir tout balisé. Ça, c'était bien aussi. Donc on voulait garder ça en se disant on ne va garder que le meilleur. Mais quand on a vu arriver la vague de départ, on s'est dit finalement ce levier innovation va peut-être nous aider à le contrer ou à nous rendre plus attractifs de certains profils. Alors aujourd'hui, je pense que c'est très difficile à objectiver, c'est-à-dire qu'on a des témoignages individuels. Moi, il y a des gens qui m'ont dit s'il n'y avait pas eu ça, je serais parti. Mais j'en ai quelques-uns, mais vraiment trouver des indicateurs qui nous permettent d'objectiver que les gens sont venus pour ça ou ne sont pas partis grâce à ça. Aujourd'hui, je saurais pas le quantifier. En tout cas, au moins sur quelques personnes, on sait que ça a marché. Et parfois, on sait très bien que derrière un professionnel de santé, il y a toute une activité qui pourrait partir. Et puis, c'est toute une filière qui se perd. Mais on n'avait pas anticipé à ce point mais on espère que ça a contribué avec d'autres choses à nous permettre aujourd'hui d'être revenus quasiment au niveau d'emploi d'avant. Inès, toute cette culture de l'innovation, il me semble qu'à la HAD, à la PHP, ça tu l'as apporté avec toi. Vous travaillez beaucoup ce sujet de l'innovation, d'une approche bottom-up. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
et qu'est-ce que ça apporte auprès des équipes en fait aussi au niveau de l'HD. Alors, je sais pas si je l'ai apporté, j'ai essayé modestement. Je pense que en écho à ce que disait Armel, en fait, on sait que sur la vague des gens qui nous quittent, tant sur le plan statistique national que quand on fait des enquêtes locales, que quand on fait des entretiens de départ, avec les personnes qui nous quittent, on voit bien que les sujets numéro 1 qui remontent, c'est j'ai pas de prise à mon échelle, je suis confrontée à des problèmes complexes sur lesquels j'ai pas de pouvoir, et du coup j'en ai ras-le-bol, je m'en vais. Donc du coup, le fait de se demander est-ce que l'innovation c'est un levier managérial, moi la réponse elle me semble évidemment oui, qu'il faut exploiter et mobiliser. C'est probablement un gisement il y a un gâchis là-dessus, c'est-à-dire que c'est nos professionnels de première ligne, les patients et les aidants qui détiennent une partie du potentiel d'innovation aujourd'hui qu'on n'exploite pas. Et donc aujourd'hui, on se focalise tous sur les process, l'organigramme, des technologies, etc. Mais on passe à côté du facteur numéro 1 qui est le facteur humain. Donc un peu en écho à ce que racontaient Emmanuel et Armel à l'HAD de la Paix, juste après le Covid, c'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs personnes à plein d'endroits qui se sont dit faut tester d'autres choses. On a lancé aussi un programme de soutien à l'entrepreneuriat en détectant des équipes ultra locales sur des problèmes complexes du quotidien. Et on s'est un petit peu confronté à ce que vous évoquez. Alors, je pense que quelque chose que ce programme nous a permis, enfin l'intuition qu'on avait et qu'on a eu l'impression qu'il se confirmait, c'était de mettre l'accent sur, alors il y a une expression anglo-saxonne, les soft skills, mais les compétences socio-comportementales, les postures qui sont favorables à l'innovation. Et donc à échelle individuelle, on sait qu'il y a des individus partout, des brancardiers, des infirmiers, des médecins, des agents administratifs, des gens à la qualité, des secrétaires, qui ont ces postures-là plus naturellement, qui ont ces comportements, ces aptitudes socio-comportementales à avoir envie d'essayer, avoir beaucoup de motivation, être capable d'être un peu ambassadeur et leader d'opinion autour de soi, etc. Ces choses-là qu'on détecte chez eux, et il y a le rapport de France Stratégie là-dessus qui étaye les soft skills à échelle individuelle. C'est ça qu'on est allé chercher, et je pense que ces programmes-là d'entrepreneuriat, c'est ça qu'ils vont essayer de chercher, c'est des individus qui ont ces soft skills. Après, le sujet, encore pour faire écho à ce que vous disiez, c'est qu'il y a l'échelle individuelle et il faut la capter, il faut l'encourager, il faut le nourrir dans les dispositifs. Il y a une échelle un peu plus collective où il faut encourager des méthodes de travail plus collaboratives et des méthodes de communication plus transparentes, moins violentes, etc. Puis après, il y a une échelle d'organisation. Et je pense que là où on se confronte, en tout cas nous, là où on a vu que ça suffisait pas, les programmes de soutien à l'entrepreneuriat à échelle locale, c'est qu'il faut qu'au niveau de l'orga, au niveau le plus systémique, le plus structurel qui suit, ça suive en fait, et qu'on se retrouve pas avec une forme de contre-culture locale dans ces dispositifs-là, où au final il y a des règles d'horizontalité qui émergent et des manières de travailler très distinctives, mais au final qui collent pas du tout avec les modèles de leadership de l'organisation. Et donc il faut du coup insuffler dans ces modèles de leadership les mêmes postures, les mêmes et puis les mêmes compétences de favoriser du bac à sable, oser prendre des risques, sortir de la culture de la permission, raccourcir les lignes hiérarchiques, avoir des modèles de distribution du pouvoir et de décision plus disséminés. Et ça, on voit bien que c'est indispensable. Sinon, je sais pas ce qui s'est passé aux HL, mais nous, par exemple, à l'HAD de la PHP, on a eu le constat un peu ambivalent de dire qu'au bout de 2 ans de programme, avec 9 équipes accompagnées qui ont permis d'avoir des solutions hyper sympas, qui sont très bien rentrées dans les usages, très désirables pour d'autres hostos, etc. On a eu peut-être sur 9 équipes, 6 ou 7 leaders d'équipes qui sont partis. Et en fait, et donc on pourrait se dire, en fait, les dispositifs d'intrapreneuriat, ça plombe l'attractivité de l'hôpital. En fait, peut-être pas. En fait, nous, ce qu'on a pu faire comme constat, c'est qu'en fait, il manquait une brique systémique pour que ces gens-là, au-delà du programme, on pouvait pas leur dire, tu retournes derrière tes plannings, tu retournes derrière ton activité quotidienne. C'était très sympa comment tu t'es investi, c'est super la solution, mais ciao bye. Et donc en fait, du coup, ces personnes-là, elles se sont senties hyper en capacité, hyper outillées, hyper encouragées, comme elles n'ont pas eu l'impression de ressentir le signal suffisamment positif du système et une organisation suffisamment alignée avec ce qu'ils voulaient incarner, ils sont partis. Voilà. Donc en résumé, c'est encadré pour les accompagner jusqu'au bout et pas juste une fois qu'on a collecté les premiers fruits, quoi. Ouais, transformer aussi les modèles de leadership en fait, pas uniquement pousser des programmes d'entrepreneuriat bien pensés, bien conçus et bien outillés. Ça, cette approche systémique, alors donner le droit à l'erreur, donner l'envie et la possibilité d'agir, vous l'avez beaucoup développé au CH de Montmorency, à l'hôpital Simone Veil.
Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Tony? Ouais, parce que pour répondre à la question, je vais répondre à ta question en re-questionnant un peu le thème de la table ronde. Sur le sujet de l'innovation comme levier managérial, alors je sais pas ce que le public peut en penser, mais je sais pas si dans les équipes avec lesquelles on travaille, si le mot innovation est vraiment mobilisateur. Et ça, on pourra revenir dessus ensuite. Est-ce que le mot innovation crée vraiment un élan? Est-ce que le mot innovation est vraiment lié au progrès? Je crois que c'est un mot qui, ces dernières années, a pu être galvaudé, ou en tout cas, on ne sait pas trop ce qu'on met derrière. Dans mon établissement, et je peux d'autant plus en parler parce que c'est pas moi qui l'ai fait, donc je suis d'autant plus à l'aise d'en parler. On a eu la chance d'avoir un alignement au niveau gouvernance, c'est-à-dire une DG, Nathalie Sanchez, la directrice, avec le PCME, Karim Lashgar, le docteur Karim Lashgar, qui était aligné autour du fait que si on souhaite devenir une organisation qui innove, il faut créer une culture de l'innovation. Enfin, en tout cas, une culture. C'est la part d'une culture. Et que pour qu'il y ait une culture, l'un des principaux leviers, ça pouvait être le levier managérial. Parce que c'est vrai que dire aux gens d'innover, s'ils se sentent pas sécurisés, s'ils n'ont pas de pouvoir d'agir, si leur parole n'est pas entendue, si on n'est pas dans des organisations où l'information circule de manière fluide et, j'ai envie de dire, transparente, c'est très compliqué d'innover alors qu'on se sent pas sécurisé. C'est vraiment une analyse transactionnelle. Il y a souvent je sais pas si ça vous parle, les 3 P. Permission plus protection égale puissance. En tout cas, ma directrice répète souvent ça et ça me parle assez. Et donc, dans mon établissement, on a vraiment eu de la chance, il y a 8 ans, donc même avant le Covid, d'avoir eu un alignement de la gouvernance. Donc, ça a commencé DG, PCME, ensuite il y a eu le directoire, ensuite ça a essaimé plus largement, qui a été aligné autour ce qu'ils ont appelé le projet managérial, qui a été inspiré, je ne sais pas si ça parlera à certains d'entre vous, par les organisations Opal, développées par Frédéric Laloux dans Reinventing the Organization. Avec ce sujet, avec une conviction profonde qui était de dire que si on souhaite être une structure qui avance, il y a 2 sujets. La première, c'est de diffuser le pouvoir d'agir dans l'organisation. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et si on se trompe, il y a un droit à l'erreur et c'est pas grave et on protégera. L'autre point, c'était le fait de devenir une organisation apprenante, et notamment en renforçant l'échelon managérial. Parce que c'est vrai que dans les hôpitaux, il y a quand même ce truc où un jour on est PH, et le lendemain on est chef de service, et on a 170 personnes, et qu'on n'a pas forcément suivi de formation. Pareil pour un cadre apprenant. Et ça, pour le coup, on a eu de la chance à l'hôpital Simone Veil, et je me permets de les saluer parce qu'ils sont ici, d'être accompagnés par un organisme qui s'appelle Catalyse, avec lequel on travaille depuis plusieurs années, avec lequel on a pu construire des choses. Et on a pu développer un parcours interne qui s'appelle le Lab des managers, où tout nouveau chef de service ou cadre apprenant passe pour pouvoir à la fois avoir une culture commune managériale et aussi avoir, on va dire, à la fois une culture commune, mais aussi, en gros, ce programme, il est composé de 3 jours qu'on réalise avec Catalyse et 3 jours qui sont réalisés par des directeurs. Ce qui permet de créer un vrai lien entre l'encadrement qui arrive et l'échelon, on va dire, un peu plus stratégique. Mais je veux pas plus. C'est extrêmement intéressant, il n'y a pas de problème. Je me dis qu'on peut lancer un débat philosophique, en fait. Qui de l'innovation ou du management est l'œuf ou la poule, en fait? Est-ce que c'est le management qui est la clé de voûte pour pouvoir permettre le développement de l'innovation, ou bien est-ce que c'est l'innovation qui est donc ce catalyseur managérial? C'est extrêmement intéressant. Vous aviez commencé à évoquer, Armel et toi aussi Inès, le problème aussi des innovateurs qui tendent à partir de nos établissements. T'évoquais, tu t'es déjà un peu revenu dessus, mais quel conseil on pourrait donner à nos établissements qui se disent oui, moi aussi je voudrais mettre en place des organisations, laisser mes équipes innover, mais je veux être sûr qu'elles restent là et qu'elles s'en aillent pas. Peut-être nous, une des marches qu'on a ratées, par exemple, c'était le fait au moment où on a lancé Carte Blanche, que c'était un programme qui intégrait du design, du partenariat usager, etc. On était bien conscient qu'il fallait qu'il y ait un plan RH avec, donc vraiment anticiper, de dire le programme, on voyait qu'il allait durer 18 mois. Bon, pour de vrai, on est une organisation publique, ça a duré un petit peu plus longtemps que ça. Mais dès le début, on se disait, faut un plan RH là-dessus, c'est-à-dire que chacune des équipes, faut identifier les profils de personnes, voir ce qu'ils aiment, voir ce qu'ils ont envie de faire. Et évidemment, on peut pas du jour au lendemain créer
6, 7, 8 postes ex nihilo ou 6, 7, 8 temps partiels pour ces personnes pour qu'elles restent sur la problématique qu'elles avaient attaquée, que ce soit la communication intra-équipe, la gestion de la douleur, que sais-je, ce qu'ils avaient attaqué comme sujet. Et donc là, il y a un vrai sujet d'anticipation. C'est-à-dire qu'on peut pas le faire du jour au lendemain. Mais à 2-3 ans d'anticipation, et c'est ça qu'on sait pas bien faire aujourd'hui, parce qu'à l'hôpital, on est tous pris la tête dans la machine à laver, et on fait tout ce que du quotidien, de la gestion, etc. On a du mal à faire autre chose que de l'exécution. Dans la vision de l'hôpital ambidextre, qui saurait faire autant la gestion du quotidien, que la lumière reste allumée tous les jours, que le SAU tourne, et aussi en même temps dédier du temps à la recherche, à l'essai-erreur, à l'apprenance, comme disait Tony. L'apprenance, c'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné à moyen terme. Par contre, il faut être capable à court terme de s'extraire un tout petit peu de la gestion-exécution. Et ça, du coup, c'est ça où je pense beaucoup d'établissements, ou en tout cas moi, ceux par où je suis passée, sont en difficulté. C'est-à-dire cette transaction entre le court terme et le moyen terme, et de dire, là, il faut un plan RH, il faut les détecter, il faut se dire que petit à petit, d'ailleurs, il y en avait qui étaient pas hyper gourmands, hein. Nos agents, ils demandaient juste, au début, des trucs de reconnaissance symbolique. Donc franchement, quand on se dit non mais il n'y a pas l'argent, on peut pas même dégager 0,5 ETP, il y a quand même des briques en dessous de reconnaissance symbolique, de moments pour célébrer les victoires, de reconnaissance du talent ou d'une certaine forme d'expertise à la personne. Donc voilà, il y a plein de briques qu'on n'a pas, je pense, où là on a un potentiel d'amélioration certain dans beaucoup d'établissements et d'environnements santé. Alors, pour compléter ce que vient de dire Inès, et je suis vraiment absolument d'accord, c'est vrai que nous, quand on a commencé, comme l'intrapreneuriat, c'est des choses qui sont nouvelles en hôpital, mais qui sont quand même anciennes en entreprise. Et nous, on a la chance d'avoir Michelin, pas très loin. On avait le responsable du laboratoire d'innovation de Michelin ils vont très très loin dans ce qu'ils offrent à leurs intrapreneurs, mais il nous avait dit, faut bien l'environner, parce que quand on met quelqu'un au cœur du réacteur, qu'on lui dit que son projet il est bon, qu'on le forme, qu'on investit sur lui, qu'il se sent soutenu, et puis il sent son potentiel se développer. Si on n'a pas prévu l'atterrissage et qu'on lui dit tu retournes là où tu étais, en fait c'est pire que mieux, hein. C'est vraiment c'est catastrophique. Et donc il nous avait dit, nous on essaye ils avaient prévu à l'avance que le fait de suivre le parcours d'intrapreneur, même si ça débouchait pas dessus, automatiquement ça faisait gagner un certain nombre de points alors je sais pas si ça s'appelle ça point de compétence, j'ai oublié, mais en tout cas on ne pouvait pas revenir strictement à la situation ex santé. Ils avaient dealé avec leur DRH que quoi qu'il arrive, on allait réfléchir à une évolution de carrière pour cette personne. Et nous, quand on s'est lancé, on s'est dit, mais est-ce on doit attendre d'avoir aligné notre DRH médical et non médical avant de se lancer? Mais à ce moment-là, déjà, moi je dis quand je dis le mot intrapreneuriat, on me le corrige en disant que c'est une faute de frappe. Donc le temps qu'on comprenne, franchement, on y est. Puis on a un gros hôpital. Ou comment on fait? Et donc nous à l'époque on a dit, on se lance sur un petit périmètre et on le gère pendant la phase projet en mode innovation. Mais dès le départ, on a mis dans nos instances de pilotage de l'innovation les DRH. Et je me souviens très bien, le DRH, au début, il a dit non, mais moi, j'ai d'autres chats à fouetter. En ce moment, ça représente 10 personnes sur 24 000. J'ai pas le temps pour la réunion, j'ai plein de trucs à faire. J'ai dit, je t'assure, en ce moment, je vais pas venir t'embêter, mais dans 3-4 ans, quand ça aura commencé, si t'étais pas là au début et que tu comprends pas ce qui s'est passé, on va jamais se recroiser et ça sera dur pour toi et ça sera terrible pour nous. Donc, juste, tu restes sur le strapontin, là. Et puis tu regardes ce qui se passe et au fur et à mesure on se retrouve. Donc là on est à la phase où on se retrouve. Alors à l'échelle des HCL c'est pas forcément simple, mais on a fait un séminaire sur l'intrapreneuriat. On a fait venir le gars de Michelin. On a fait venir quelqu'un de la gendarmerie nationale parce qu'on s'est dit non mais il veut nous dire Michelin c'est une entreprise, ça vaut pas. La gendarmerie nationale ça vaut. Hein. Franchement pour un hôpital on peut se comparer. Et donc, on a acculturé notre DRH, nos affaires médicales. Et là, ils en sont au stade où ils ont bien compris que notre truc, il a trop monté. S'ils nous accompagnent pas, ça va faire pchit et tout le monde va se ridiculiser. Donc, dans le cadre du nouveau projet stratégique, il y aura un volet managérial et on est en train de construire des choses en partant des retours d'expérience de ceux qui sont passés par le programme. En disant mais qu'est-ce que j'aurais aimé avoir comme entretien, qu'est-ce que j'aimerais avoir avant, pendant, après, puis on essaye de partir là-dessus. Alors l'avenir dira si ça marche, mais en tout cas sur le fait de se retrouver pas trop tardivement pour embrayer, on essaye.
Et Emmanuel, quand tu entends un peu tous ces retours d'expérience, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu te vis de la même façon ou c'est quoi le regard du soignant sur Moi, tout ça? je sais pas si c'est de la chance, mais j'occupais des missions où j'étais déjà sur des projets, donc le temps dégagé dans mes projets, c'était, je vais pas dire facile, mais j'ai pu les intégrer dans mon activité. Après, moi, ce qui était important, c'est la confiance. La confiance des collaborateurs avec qui je travaillais, de la société avec qui je travaillais, et surtout d'une direction qui portait le projet. Donc du coup, après j'ai pu bénéficier d'un programme Impulse avec un temps de décharge d'activité justement pour porter le projet pendant la phase de déploiement. Moi, j'ai plutôt une expérience très positive et j'avais envie de voir poursuivre le projet parce que pour moi c'est un projet qui est porteur et de faire partie aussi de cette construction en tant qu'acteur et c'est quelque chose de nouveau et je pense que c'était le moment d'être là. Enfin, pour moi c'était important. Donc c'est pour ça que je suis resté dans la structure et je suis pas parti et c'est ce qui m'animait en fait dans ce travail-là. Et est-ce que dans les discussions avec tes collègues, avec tes pairs, c'est des choses que vous évoquez? Est-ce que ça diffuse? Est-ce qu'ils comprennent tous ce que tu as fait? Dans mes pairs cadres supérieurs, j'avais compris assez rapidement que s'il n'y a pas une phase d'acculturation à la thématique de l'expérience patient, par exemple, c'est compliqué. Alors que dans la phase du programme où il y a l'accompagnement des cadres, il y a toute une phase d'acculturation sur la thématique et il y a une appropriation au projet et au process qui est beaucoup plus facile et je me suis rendu compte que sans acculturation, c'est compliqué de mener un projet. Les gens ne comprennent pas forcément où on va. On attend aussi la mise en place de l'application parce qu'il faut aussi quelque chose de palpable pour que les gens comprennent ce qu'on fait. Mais c'est plutôt bien accepté puisque la direction centrale des soins l'a validé dans la phase de déploiement. Donc au niveau de ma direction soignante, c'est validé. Hein. Mais concrètement, vraiment, il y a une phase d'acculturation. Il faut que les gens comprennent. Ça faisait partie, et si les gens ne comprennent pas, ça peut être un échec à la mise en place du process dans un service de soins. Tony, je te voyais réagir quand on parlait de confiance. Ça t'inspire Si ce n'est la question de confiance. Je repense à des discussions qu'on avait quand on préparait la table ronde et notamment à ce que disait Armel sur ce sujet. Est-ce que les managers veulent vraiment des innovateurs dans leurs équipes? Parce que c'est compliqué un innovateur. Et il y a, en dehors des sujets RH, c'est quand, enfin, moi, alors je vais pas dire que je suis un innovateur, mais je vois que dans un codir, au départ, ma DG a dû, enfin voilà, on a construit quelque chose, histoire qu'on puisse tous avancer ensemble, parce que il y a un certain profil chez les personnes qui sont attirées par le monde de l'innovation et qui peut être associé à certains comportements, mais je pense que Armel aura des choses à dire sur le sujet. Oui, c'est vrai que quand on préparait la table ronde, on s'est dit, bon, innovation, levier managérial, management, levier d'innovation, mais manager les innovateurs, défi managérial quand même. Parce que nous, on s'est rendu compte au début, et encore maintenant, que on voyait des porteurs de projets. Alors ils étaient super, hein, ils étaient dynamiques, motivés, sans cesse ils revenaient avec des nouvelles choses. Et puis on arrivait bien à se comprendre. Ils mettaient beaucoup d'énergie. Et quand on arrivait vers les collègues du reste de l'hôpital, ils me disaient ah non mais cette personne, on est sur le point de mettre fin à son contrat, il y a d'énormes tensions dans l'équipe, il est ingérable, incontrôlable, surtout non. Et alors nous on faisait chat perché là comme ça, ok d'accord, bon bah parce que malgré tout 90% de l'activité de l'hôpital c'est le soin, c'est le collectif, donc quelqu'un qui fout le bordel entre guillemets, bon ben peut-être qu'on a d'autres façons de travailler avec, mais on peut pas. C'est toujours l'institution qui dit je te valide, ta façon de te comporter est la bonne. Donc on s'est dit on va avoir un process inverse, c'est-à-dire que quand on voit arriver des potentiels porteurs de projets, moi j'appelle mes collègues. Est-ce qu'il y a des alertes sur tel profil? Non, c'est bon, t'as rien entendu, alors on continue pour éviter d'envoyer des signaux vraiment contradictoires parce qu'on représente tous le CHU. Mais une fois qu'on a malgré tout des gens qui sont pas d'énormes red flags, ils sont quand même des profils un peu particuliers et puis si on les encourage, si on les soutient, ça peut encore amplifier
cette image de lui on comprend pas ce qu'il fait, on comprend pas pourquoi il le fait de cette façon-là. Donc on sait aussi, et ça fait partie des choses qu'on doit travailler justement avec la DRH, la direction des affaires médicales, c'est comment quand un projet se monte, prévenir l'innovateur qu'il va vivre un processus de transformation, mais prévenir aussi son N+1 et ses collègues que par la présence d'un porteur de projet innovant dans leur service, ils vont se retrouver, les lignes vont bouger un petit peu et les préparer, parce qu'en plus, c'est pas lié à cette personne-là, c'est le processus qui veut ça. Et ça se rencontre dans toutes les organisations. Donc c'est comme quand tu apprends que tu es enceinte. Bon, tu sais qu'à la fin, tu auras un bébé, mais tu vas passer par tout un tas de transformations, ton conjoint, ta mère aussi. Tu le savais pas, mais il vaut mieux qu'on te prévienne, quoi, parce que ça arrive à tout le monde. Et quand on le sait, on est moins déstabilisé. Et pour compléter très rapidement, d'où le fait aussi de créer, enfin, à mon sens, des espaces aussi pour les personnes qui ont envie de faire des choses. Et institutionnellement, mine de rien, on a des outils. Alors, je sais que bon, ça apparaît un peu passé de mode à certains endroits, mais la prime d'engagement collectif et tout le processus qui va avec, alors quand bien même il n'en sort pas les innovations du siècle, ça donne quand même des canaux pour certaines personnalités qui ont envie de faire des choses, pour créer des élans collectifs, pour proposer des choses. Enfin, il y a tout ce sujet de comment est-ce que l'institution crée des espaces pour les gens qui ont envie de faire des choses. Peut-être en complément de ce que disait Armel, c'est vrai qu'il y a des profils comme ça où on a vu qu'on n'avait pas la même perception du point de vue inno que d'autres, mais du coup ça permet aussi de révéler d'autres parcours, c'est-à-dire qu'il y a des cadres qu'on a accompagnés vers des parcours où ils allaient être plutôt en facilitation, certains sont allés dans d'autres astoclonotes, mais au final à l'échelle systémique, je pense qu'il y a une valeur ajoutée. Ils sont allés amener une meilleure contribution ailleurs, et ils se sont rendus compte que peut-être, par exemple, en gestion d'équipe du quotidien, peut-être qu'ils avaient fait ce parcours-là, mais en fait, ils se sont révélés à eux-mêmes sur d'autres types de compétences et d'autres exercices professionnels. Donc, ça aussi, je pense, c'est un truc intéressant à fourrer. Moi, ce que je retiens, c'est que malgré tout, finalement, si on veut développer l'innovation, il faut passer par le management. Ça me paraît quand même essentiel. Donc le débat philosophique, je pense que on l'a quand même inversé. C'est pas l'innovation qui fait. L'innovation est un levier managérial, mais à condition d'avoir organisé le management avant. Si on résume, c'est peut-être plutôt comme ça. Et en tout cas, merci beaucoup pour cette préparation. Je vous propose, il nous reste 5 minutes. S'il y a une ou deux questions dans l'audience, avec plaisir pour la prendre. Mais je pense que vous serez ravis de pouvoir y répondre. Personne? Vous osez pas prendre la parole? Moi, j'en ai peut-être une pour toi, Tony. L'hôpital en mode Opal. Les prochaines étapes, c'est quoi? Est-ce que vous structurez de quoi pousser les équipes à développer des projets d'innovation? Est-ce que, maintenant, est-ce que la culture, elle est ancrée? Est-ce que ça y est? Ou il y a encore du travail à ce niveau-là? Est-ce une culture, enfin, à mes yeux, c'est quand même toujours mouvant. Là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est dans sur les prochaines étapes. J'ai de la chance d'avoir été dans un établissement où, pour le coup, ils ont expérimenté pendant 7-8 ans et on sort du bois qu'aujourd'hui, avec, mine de rien, des outils de mesure. Et ça, on n'en a pas parlé, mais mine de rien, l'évaluation de l'innovation, c'est aussi un vrai sujet. Comment est-ce qu'on arrive à traduire en données l'impact sur le réel et comment est-ce qu'on peut le suivre? Et nous, pour le coup, sur l'hôpital en mode Opal et sur toute cette inspiration, on se dit qu'il faut aller encore plus loin dans la mesure. Et là, du coup, alors, outre le fait, et ça je fais ma pub, d'avoir sorti un podcast qui s'appelle L'hôpital en mode Opal, où on raconte notre histoire et qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, et le dernier épisode est sorti aujourd'hui. Voilà, c'est fait. On va lancer le mois prochain un baromètre de la symétrie des attentions, qui est quelque chose pour nous qui est important de se dire, en agissant, enfin en ayant créé tout un programme pour les managers, on a espoir qui prennent mieux soin des équipes, qui prendront mieux soin des soignants. Il y a vraiment cette vision-là de ruissellement. Mais après, on veut l'objectiver et donc on veut réussir à le mesurer. Et ça, c'est la prochaine étape pour les prochains mois. Super. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre.